Voilà, pour ce matin, ils sont trois autour de ce plateau, trois à répondre à notre invitation. Joël Tchobé, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être là. Joël Tchobé, je rappelle que vous êtes journaliste, sociologue des médias. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Très bien. Avec vous, nous avons Maurice Koumassa. Bonjour, Maurice. Bonjour, monsieur Roussa. Merci d'être là. C'est moi qui vous ferai merci. Maurice Koumassa, journaliste au quotidien L'Émergent. Merci d'être des nôtres ce matin. Et puis, je suis tenté de l'appeler, le doyen, Gaspard Adjamonsi. Bonjour. Bonjour, cher confrère. Merci d'être là. Gaspard Adjamonsi, vous êtes journaliste, analyste politique et vous intervenez très souvent sur Guéry TV. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Et voilà, et le principe de l'émission reste le même. C'est vous qui choisissez les sujets. Nous allons commencer par Monsieur Tchoué. Voilà. Voilà. Quels sont les sujets ou le sujet qui vous a marqué pour un premier tour? Alors, pour le premier tour, je pense que je parlerai donc de la date du 8 janvier retenue par la Cour constitutionnelle pour l'organisation des élections législatives de 2023. Donc, ce sujet m'a paru, disons, pertinent parce que lorsque vous suivez un peu, disons, la formation de l'opinion publique, notamment dans l'espace civique, dans l'espace politique, sur la scène politique, il y a eu, disons, deux chocs en termes de communication entre, d'un côté, les acteurs politiques de l'opposition et d'un autre côté, les acteurs de la mouvance. C'est-à-dire que depuis que le président de la Sénat a donc saisi la Cour pour connaître un peu, pour qu'on puisse l'aider à savoir comment est-ce que tout ceci va se passer, vous avez entendu que dans le camp donc des opposants, la date du 8 janvier, c'est une date sensible. Donc l'organisation de cette élection paraissait donc aux yeux donc des opposants comme une date problématique en raison de la sensibilité au plan culturel, au plan social de cette période des fêtes de fin d'année et postérieurement également la fête des religions endogènes. Donc cette brouille communicationnelle m'a paru, disons, pertinente et je pense que nous pourrions en débattre. Très bien. Voilà. Joël, comment ça, Maurice, votre avis sur la question? Quel commentaire avez-vous par rapport à ce choix de Tchoué Joël? Ok, par rapport à son sujet, la Cour constitutionnelle a tranché, a choisi la date du 8 janvier 2023 pour l'organisation des élections législatives prochaines. Oui, tenons nous tranquilles, nous sachons que les élections prochaines, c'est, je vais dire, la première des réformes proprement dites qui vont aboutir sur les élections générales de 2026. Que le constitutionnaliste ou le président, les sages de la Cour constitutionnelle choisissent le 8 mars ou pas, qu'ils choisissent la date du 8 mars ou pas, c'est à nous autres de nous mettre dans les objectifs. Parce que quoi, ils sont des sages. Ils n'ont pas choisi cette date pour nous faire plaisir. Ils l'ont choisi parce qu'ils ont fait des analyses afférentes au sein de la Cour constitutionnelle avant de nous choisir. Quand on parle de la sensibilité de cette période, tous les jours sont sensibles, tous les mois sont sensibles et il n'y a que des périodes sensibles au cours d'une année. Donc nous allons inviter les différents acteurs politiques à se préparer par rapport à cette date qui est le 8 janvier 2023. Très bien. Merci. Nous allons y revenir. Gaspard Adjamonsi, votre avis sur la question le 8 mars. Oui, déjà, les acteurs politiques en parlent, période de fin d'année, etc., comme M. Tchoué l'a dit tout à l'heure. Oui, en réalité, moi, je ne sais pas pourquoi la date peut gêner. Et je ne pense pas que, tel qu'il a dit, que cela gêne forcément ou simplement les opposants. Moi, j'entends également des gens de la mouvance, notamment les députés actuels, qui estiment que leur mandat a été raccourci. Oui. Donc, c'est un argument. Maintenant, la date du 8 janvier, c'est une date aussi bien pour les opposants que pour les mouvanciers. C'est pour tous ceux qui participent à cette élection. Donc, moi, j'estime que la question de la date, les gens n'ont qu'à commencer par se préparer parce que l'essentiel, c'est sur le terrain que cela va se faire. Donc, il ne faut pas s'accrocher à une hypothétique date. Si c'est
3 mois avant, 3 mois après, ou 2 mois avant, ou 2 mois après. Je pense que c'est tout le monde qui va se lancer dans la bataille et faire donc cet exercice de participer à ce scrutin. L'essentiel, la réclamation phare que moi je trouve qu'on doit peut-être dont on doit discuter, c'est peut-être que cette élection soit inclusive, comme le demandent souvent les opposants. Maintenant, si on s'accroche à la date, on ne sait pas. La Cour constitutionnelle, c'est quand même des gens sérieux, c'est des sages. Je sais que c'est pour une raison ou une autre qu'ils ont choisi cette date-là. Surtout qu'on tend vers le couplage de toutes les élections. C'est sûr que c'est des éléments probants qui les ont amenés, n'est-ce pas, à choisir cette date-là. Et moi, je ne suis pas pour cette polémique en tout cas. Très bien. Oui, Joël Touré. Alors, voilà. Je pense que là, vous m'offrez maintenant l'occasion de rentrer dans le fond de l'analyse. Alors, je voudrais d'abord faire remarquer que, au plan normatif, le juge constitutionnel qui a été saisi n'a fait que utiliser les ressorts juridiques en sa possession et consignés dans le code électoral pour fixer la date du 8 janvier. Donc, il faudrait que ceux qui nous suivent depuis leur demeure puissent quand même comprendre cela. Donc, la Cour n'a pas eu à s'inscrire dans une invention. Dans le code électoral, on a bien dit que les élections législatives couplées avec les communales, désormais au Bénin, doivent s'organiser le 2e dimanche du mois de janvier de l'année électorale. Donc là-dessus, au plan normatif, il n'y a aucun débat. Maintenant, socialement et culturellement, puisque c'est les deux fibres sur lesquelles on forge les opinions désormais autour de la question, je voudrais donc m'aventurer sur 3 hypothèses qui me paraissent essentielles. La première hypothèse, c'est ce que je pourrais donc appeler la problématique du taux de participation. Parce que lorsque vous suivez ceux qui sont aujourd'hui donc les promoteurs de cette crise de communication, effectivement, lorsqu'on s'accroute sur la période électorale, la période des fêtes de fin d'année, il se peut que on puisse peut-être ne pas observer ce qu'on appelle souvent la fête autour des élections. Je vais parler de l'engouement que cela pourrait susciter. Qui vous souviennent que il y a 4 ans pratiquement en arrière, en 2019, c'est vrai, cette élection avait été organisée dans un contexte marqué par une brouille politique. Le taux de participation tournait autour de 27%. Et dans l'histoire électorale du Bénin, il faut quand même le remarquer, c'était un taux relativement faible. Donc, est-ce que nous allons donc assister cette fois-ci, parce que la date du 8 janvier a été fixée de cette façon, la question reste posée. Mais à la décharge de ceux qui peut-être font la critique, il faut être prudent parce que c'est une première fois que dans l'histoire démocratique du Bénin, en tout cas sous l'aide du renouveau démocratique, qu'une élection aussi sensible soit organisée en période électorale. Et donc personne pour le moment n'a une boule de cristal pour savoir exactement quel sera le comportement de nos concitoyens. La deuxième hypothèse qui me paraît également fondamentale, c'est ce que j'appelle le désintéressement total peut-être de nos concitoyens. Pourquoi? Nous sommes dans une période électorale, une période des fêtes de fin d'année, une période qui, par excellence, suppose essentiellement les organisations des activités festives, les réjouissances populaires, les déplacements à l'intérieur du pays. Ceux qui ont les moyens, souvent, sortent également du pays pour aller festoyer avec leurs enfants à l'extérieur du pays. Est-ce que nous allons assister à un désintéressement absolu? Il faut également nuancer en même temps cette hypothèse en disant que nous sommes en face d'une élection de proximité. Les élections législatives sont des élections de proximité et les déterminants de vote dans notre pays, le Bénin, il ne faut pas l'occulter. Le fils du terroir, par exemple, en termes de déterminants de vote, pourrait peut-être fouetter l'engouement de nos concitoyens parce que celui qui est à Kalalé, ce n'est pas vous, Théodule, qui quittera, vous ne quitterez pas Cotonou pour vous présenter pour aller vous présenter devant nos frères de Kalalé. Donc, ce déterminant de vote peut, d'une certaine façon, maintenir l'engouement dans le rang donc, de nos concitoyens et on pourrait peut-être assister effectivement à une ferveur populaire, surtout si, et je crois que c'est M. Adjamoussi qui le disait, surtout si les conditions d'une organisation inclusive de l'élection sont réunies auparavant. Parce qu'il ne faut pas l'occulter. Si nous n'avons pas les conditions d'une élection libre, crédible et transparente, on peut bien entendu parler d'une élection de proximité, mais effectivement, ça peut effriter l'engouement de nos concitoyens. Et la dernière hypothèse, c'est
peut-être l'appauvrissement, et là je voudrais être formel là-dessus, c'est l'appauvrissement du débat public autour des programmes parlementaires. J'ai pris l'habitude de dire que ce qui est appauvri dans notre pays, le Bénin, c'est le débat civique qu'on doit mener en amont autour des offres programmatiques à l'intérieur des partis. Nous sommes ici réunis sur ce plateau, nous sommes à 10 mois d'une élection, mais je ne suis pas certain que nous-mêmes, en tant qu'hommes des médias, nous ayons déjà en main tout au moins des bribes d'informations sur le programme parlementaire que chaque parti, les 15 tout au moins actuellement reconnus légalement, quel est le programme parlementaire que ces partis s'en vont peut-être présenter à nos concitoyens. Et donc, la plupart du temps, on va peut-être se réfugier sous les 15 jours de campagnes électorales, et nous savons pertinemment que cette période des campagnes électorales est souvent confondue à des propagandes. Or, la propagande, par définition, est absente de raison. On a besoin d'un débat civique autour donc, de cette question-là pour que le citoyen, très tôt, puisse savoir quel gain le vote qu'il fera le 8 janvier prochain, quel gain cela va générer pour lui en tant que citoyen. Quelles sont les lois sociales, quelles sont les lois à portée républicaine que ces députés qui seront élus s'en vont donc voter. Si on ne le fait pas, je pense que on peut effectivement craindre qu'aller étouffer cette élection en période de fête, effectivement, on n'aura pas ce débat civique et ça risque donc d'affaisser un peu l'image démocratique, la ferveur que nous recherchons. Très bien. Merci à vous, Monsieur Joël Tchogwe, pour ces analyses. Nous rappelons aux téléspectateurs qu'ils peuvent bien sûr participer à ce débat, à ces discussions en envoyant leur message, leurs questions, leur participation, donc au numéro affiché déjà à l'écran, le 54 18 19, et nous allons les partager avec les téléspectateurs. Gaspard Diamonsi, vous avez suivi Joël Tchogwe. Oui. Est-ce que tout ce qu'il vient d'exposer, c'est vrai, c'est pertinent, mais est-ce que ça ne revient pas surtout aux partis politiques déjà de commencer par faire du travail? Tout à fait. Et quand il faisait son développement, notamment par rapport au taux de participation, c'est à cela que j'ai pensé. Je me suis dit, plutôt que de continuer à critiquer la date, c'est qu'il faut déjà commencer par travailler véritablement pour que les populations puissent intégrer qu'il y aura élection à cette date-là et qu'ils puissent savoir qu'ils doivent y participer et massivement. Bon, quand on évoque également la période de fête et ainsi de suite, je me dis non, les élections, les populations considèrent ça souvent comme une période de fête, comme une période de ferveur. Que cela coïncide un peu avec les périodes de fête, je crois que ça va dans le bon sens, moi, à mon avis. Et seulement que quand vous prenez généralement les dates du 31, ou du 1er, ou du 24, ou du 25, où on sera en campagne électorale. Ou même la fête de l'Épiphanie, tout ça, ce sont des aspects. Donc voilà, où on serait en campagne électorale, c'est souvent des périodes où les populations sont préoccupées par la célébration de la fête, ils sont préoccupés par le quotidien, ils sont préoccupés par comment faire pour célébrer cette fête-là en famille. Donc je crois qu'ils n'auront peut-être pas l'esprit à aller suivre un candidat qui serait en campagne électorale. Il a également évoqué, le confrère Tchogwe, et l'aspect des programmes. Ça m'a fait sourire parce qu'en réalité, les députés, vous savez, ils ont 3 fonctions essentielles. La première fonction, c'est la fonction de représentation. Ils représentent les populations, ils sont les représentants du peuple. La seconde, c'est qu'ils votent les lois. Et la troisième, l'action. Ils contrôlent l'action du gouvernement. Bon, la question de la représentation, ça va de fait, puisque dès qu'ils sont élus, ils représentent. La seconde, le vote des lois. Combien de nos députés, je ne parle pas seulement de la législature actuelle, je parle également des législatures antérieures. Combien de députés aujourd'hui prennent l'initiative des lois? Généralement, ça vient du gouvernement. C'est vrai, peut-être qu'il faut inverser la tendance et aller vers, comme il l'a dit, vers des propositions de loi où les députés prennent l'initiative, n'est-ce pas, de faire des propositions de loi, notamment par rapport aux aspects de la vie. Cela ne se fait pas souvent. L'autre question, n'en parlons même pas, le contrôle de l'action gouvernement aujourd'hui, c'est le parent pauvre des actions de nos parlementaires. Maintenant, pour finir, bon, sur la question de faire le débat, écoutez, de façon claire, il y a une période pour faire la campagne électorale. Il ne faut pas tomber
dans un aspect où on va commencer par faire la campagne avant la lettre. Maintenant, c'est vrai que ça se fait sous différents angles de façon cachée. Maintenant, c'est essentiel, comme il a dit, que le débat se fasse et qu'on ait les offres par rapport à ce que chaque parti nous propose. Ben, ce qu'on nous propose généralement, je soutiens ou je ne soutiens pas. C'est ce qu'on nous propose. Oui, Maurice, comment ça, votre avis sur la question, les analyses, les points évoqués par Joël Tchobé, c'est quand même pertinent. Oui, j'y trouve de la pertinence, mais quand il parle du taux par rapport aux élections passées, les législatives de 2019, moi, ce que je demanderais aux politiques, au pouvoir qui est là, c'est que les élections prochaines soient inclusives. Parce que quoi, nous savons que les élections législatives sont des élections de proximité. Quand je sais que j'ai un frère... Les élections ont toujours été inclusives. Non, j'ai dit, quand je sais que j'ai un parent ou bien un ami qui est candidat aux élections prochaines, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me retrouve, je ferai tout pour pouvoir accomplir le devoir qui est le devoir civique qui est le mien. Donc, ce que nous allons souhaiter pour inverser la tendance par rapport aux élections de 2019, moi, je demanderais qu'il y ait des élections inclusives. Et là, que les acteurs de l'opposition et de la mouvance et tous participent à la fête. C'est ça là qui va donner de l'engouement aux électeurs à la base de sortir pour pouvoir participer effectivement aux élections. Mais quand je sais que j'ai un parent, pour une raison ou une autre, qui a été écarté, quelle que soit la période, je peux décider de ne pas. Même si on sait que c'est un droit civique, nous sommes toujours en Afrique et au Bénin, on va souvent voter pour un parent ou un ami. Quand on parle même des débats... Et quelle est la responsabilité des partis politiques dans cette affaire? Parce que ce sont les partis politiques aujourd'hui. La réforme du système partisan donne le plein pouvoir aux partis politiques. Quelle est leur responsabilité? La responsabilité des partis politiques, elle est grande, elle est immense dans ce qui s'annonce. Si aujourd'hui, un parti politique ne fait pas le travail nécessaire qu'il faut à la base et qu'il va déposer des dossiers, par exemple, qui sont incomplets et lesquels dossiers ont été rejetés, la population dira que c'est le pouvoir en place qui n'a pas voulu qu'il y ait des élections inclusives pour pouvoir mettre de côté ses adversaires politiques. Il va falloir que ce soit des acteurs politiques de la mouvance ou de l'opposition qui s'organisent, qui sachent qu'ils vont à une élection très sensible. Parce que quoi, c'est les élections de 2023 qui vont déterminer d'abord le choix des hommes qui vont encore diriger notre pays à partir de 2026. Parce que la plupart du temps, les débats se font et se mènent d'abord à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons une assemblée que d'aucuns qualifient de monocolore avec différents noms. Oui, parce qu'ils ont la raison, parce que nous avons l'UP, BR, qui sont presque de la même famille présidentielle. Mais si 2023... Mais qui ne se font pas de cadeaux à l'Assemblée nationale. Ils ne se font pas, même si... Mais aussi, en prenant le cas de l'Union progressiste UP, entre eux, ils ne se font pas de cadeaux parce que quoi, chacun veut à s'imposer, à se sauver la tête. C'est toujours ça la lutte politique. Donc, c'est surtout aux acteurs politiques de l'opposition. Moi, j'aimerais les demander que de commencer par faire le travail qu'il faut à la base. Très bien. Parce que si, à la veille des élections, nous voyons que les dossiers sont recalés pour des raisons qui sont fondées. Il y a à travailler pour ne pas être reculé, puisque les tests sont là, le contenu est là, tout le monde connaît les tests, partis politiques, etc. Donc il reste à travailler à ne pas être écarté. Il y a à travailler. Si nous prenons le cas des législatives de 2019, je connais parti, prenons le cas de PRD, qui avait travaillé, mais pour une raison donnée, qui a été malheureusement écartée, parce qu'on a dit qu'il aurait une situation qui a juridiquement fondé le rejet de ces dossiers. Si les gens travaillent et le travail n'est pas minutieusement fait, on va encore assister aux mêmes réalités qu'en 2019. D'accord, nous allons, oui, je voudrais juste rapidement, nous allons par rapport au programme politique dont a parlé tout à l'heure le confrère Joël. Au fait, pour l'instant, l'heure n'est pas au débat. C'est vrai que le débat peut avoir lieu au niveau des partis politiques, mais aujourd'hui, c'est la guerre des positionnements. D'abord, il faut que je sois sûr, absolument au sein des partis politiques, avant de penser à pouvoir faire le débat de ce que je vais proposer ou que je ne vais pas proposer. Je devrais quand même ajouter ce petit aspect-là. Juste en 30 secondes, pour me permettre d'évoluer. Oui. Je vais dire, elle est plus perceptible dans le cas de la mouvance.
C'est dans ce côté que nous voyons, qu'il y a cette guerre qui se mène. Parce que du côté de l'opposition, et les deux partis présents à l'Assemblée nationale ont presque arraché, disons, de la matière aux partis de l'opposition. Et de ce côté, les gens ne se font plus assez de guerre. Même ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont beaucoup plus la chance. Merci, monsieur Koumassa. Nous allons écouter Joël Tchogé en 30 secondes. D'accord. C'est vrai que c'est difficile. Alors, je voudrais rassurer. Je voudrais rassurer mon cher ami Adjamoussi pour dire que je ne demande pas qu'on puisse aller à l'encontre du code électoral. Je ne demande pas aux partis d'entrer précocement en campagne. Mais le vrai problème, c'est que dans notre pays, on n'a pas une lisibilité sur la cartographie politique en termes d'idéologie. Sinon, si on avait déjà cette cartographie, on saurait déjà par avance que le parti X ou le parti Y, a priori, dans son programme, dans son offre qu'il va déballer au cours des élections ou bien à l'Assemblée, c'est de la droite ou bien de la gauche. Si c'est écologique, on saura. Mais on n'a pas ça souvent. Maintenant, quand quelqu'un dit ça, il y a des questions essentielles, comme la question de la liste électorale, parce que vous évoquiez tout à l'heure la responsabilité des partis politiques. Une élection, d'abord, le point d'attraction, c'est la liste électorale. Et je pense que l'ANIP a ouvert la voie. Il y a également des contestations sur comment est-ce qu'on veut générer cette liste électorale-là déjà, dans le rang donc, de certains acteurs politiques. Il faut déjà qu'on puisse sortir de cet engrenage pour ne pas tomber encore dans une phase de crise. Ensuite, il y a effectivement que les partis politiques aussi doivent travailler. C'est vrai que nous sommes à l'ère de, disons, d'un rajeunissement de la classe politique où on veut faire la promotion également des jeunes. Mais quel type de jeunes et qui sont ces jeunes? Et qui sont-ils? Ont-ils pris le temps de passer par le moule de la formation, de la consécration? Combien? Je vais vous raconter rapidement une petite histoire. S'il vous plaît. En 2019, alors que j'étais dans mes activités professionnelles, j'ai échangé avec des candidats de l'époque, quelques candidats de l'époque, sur les réelles motivations pour lesquelles ils se portaient candidats pour aller au Parlement. Mais ce que j'ai entendu, c'était ahurissant. J'ai entendu, par exemple, des candidats dire, écoutez, le Parlement n'a aucun moyen pour influer sur, disons, le bien-être des populations. Oubliant, peut-être pas ignorance, pas hypocrisie, que le Parlement, c'est le cœur de la démocratie. Et que par la fonction qui est dévolue au Parlement, à savoir contrôler l'action du gouvernement et surtout légiférer, qu'on peut influencer, même si on n'a pas le portefeuille en main, le devenir du pays. Donc pour moi... J'espère que ces députés avec qui vous avez échangé, en tout cas ces candidats, ne sont pas à l'Assemblée. Heureusement, actuellement, ils n'ont pas été élus. Bon. Mais il y a un problème de formation qu'on doit pouvoir assurer à l'intérieur des partis politiques pour que désormais on puisse relever le niveau du débat au Parlement. Très bien. Nous allons évoluer, aborder d'autres sujets. La journée internationale de la femme, journée internationale pour les droits des femmes, oui. C'était le 8 mars dernier. Comment ça, Maurice, vous avez voulu en parler. Quel est l'aspect qui vous intéresse dans tout ça? Ok, parlons de la journée internationale de la femme 2022. Pour moi, et je vois que cette édition a été une occasion à non ratée par les femmes. Oui, parce que quoi, on a dit, la GIF, c'est pour célébrer les droits de la femme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons le pouvoir qui est en place, qui a fait assez d'efforts pour la protection des droits de la femme, pour la protection de la femme, je vais dire, pour la valorisation de la femme. On va même nous parler de la représentativité de la femme lors des élections prochaines qui s'annoncent. Mais si nous devons célébrer la femme, surtout pour l'édition 2022, et cela a été une occasion pour les politiques de s'accaparer de cette journée et au cours de cette journée, parce que la journée du 8 mars, jusqu'à présent, elle continue d'être festoyée un peu partout sur notre terre, un peu partout dans nos différentes communes et autres. Mais ce que nous constatons est que les hommes politiques en ont fait une récupération politique pure et simple et de la propagande. Et c'est quoi? Quand tu vas dans une commune, on dit tel parti veut célébrer la femme. Et quand vous y allez, vous voyez que ce ne sont que des mentats politiques qui viennent et constituer des sommes à 98%.
qui rassemblent des femmes pour dire nous sommes célébrés avec vous, qui se mettent devant la scène pour dire qu'ils sont en train de célébrer, alors que cette journée est une occasion pour faire comprendre à la femme aujourd'hui. Ah, avant, vous n'avez pas tel droit, vous n'avez pas telle opportunité, mais c'est l'occasion pour vous de savoir que vous avez telle opportunité désormais. Si tu es une femme agressée, peut-être assez dans ton travail, la loi t'a protégé en la matière. Au lieu de faire comprendre à la femme béninoise ces différentes opportunités qui existent aujourd'hui, les hommes politiques ont voulu faire de la pré-campagne politique, de la propagande pure et simple. Et de mon côté, je me suis dit, où sont passées les femmes qui se disent femmes battantes? Parce que quand j'ai observé, j'ai dit, on a pris encore les femmes pour faire de la pré-campagne politique. Très bien. Votre avis sur... Alors, je voudrais quand même faire remarquer une ou deux choses rapidement. C'est-à-dire que le 8 mars est consacré donc, disons, à la promotion des droits de la femme. Absolument. Donc, première chose, ce n'est pas une fête. Et encore plus que, j'ai pris l'habitude de dire que s'il y a une seule femme qui soit à Mokba, qui soit à Tchankhoui, à Djakotoma, qui soit à Kalale, à Gorgono, qui soit encore dans la dépendance économique et financière, qui, malheureusement, par la montée ou bien l'émergence du phénomène de la monoparentalité, devient de fait père et mère. S'il y a une seule femme, on ne peut pas observer, disons, cette réjouissance populaire un 8 mars. Donc, pour moi, c'est une aberration que de retrouver le 8 mars des femmes avec de gros foulards sur la tête, avec peut-être bien habillées et tout ça saisissant sur la scène publique, se faisant filmer par des caméras. Pour moi, ce n'est pas encore l'essentiel. L'essentiel devrait pouvoir, disons, amener les femmes à repenser leurs conditions de vie au plan social, au plan économique. On n'a pas malheureusement ça. Malheureusement, le confrère il a dit, effectivement, il y a une récupération politique derrière. Mais ce que j'ai recherché un peu dans les débats, même s'il y a la présence des hommes, parce qu'il faut le remarquer aussi, on ne pourra pas réduire les taux de discrimination faits aux femmes en l'absence des hommes. Voilà. Donc, la présence a priori des acteurs politiques donc masculins, pour moi, ne devrait pas poser un problème a priori. Mais ce que j'ai recherché en vain dans les discours publics de ces hommes-là, puisque la plupart du temps, ce sont eux qui élaborent les listes électorales. On parlait il y a un instant de ces élections qui viennent. En 2019, au dialogue politique qui a été organisé au Palais des Congrès à Cotonou en octobre 2019, qui a débouché sur la révision de la Constitution en novembre 2019, entre autres raisons pour lesquelles les acteurs politiques se sont entendus sur la révision de notre Constitution, je retiens deux raisons fondamentales. La première, c'est d'assurer la prépondérance des partis politiques dans la dévolution du pouvoir. La seconde, c'est d'améliorer le taux de représentation des femmes dans les instances de prise de décision. Je mets le curseur sur la deuxième raison. Dans les discours publics que nous avons suivis le 8 mars dernier, combien d'acteurs politiques avez-vous vu prendre l'engagement formel et officiellement pour dire les élections législatives qui viennent, par exemple, nous vous assurons, vous femmes qui êtes présentes ici, nous vous assurons qu'on fera à 60%, par exemple, de positionnement des femmes sur la liste. C'est vrai, la loi a déjà donné donc des gages de 24%, de 24 femmes à l'Assemblée, mais c'est un petit pas dans la bonne direction. Il y a également la bonne foi qu'on attend des acteurs politiques. Au Rwanda, la loi avait déjà dit peut-être 30%. Mais vous avez vu le taux de femmes au Parlement. Oui, le taux surplombe même les hommes qui sont au Parlement. Absolument. Au Togo, c'est une dame qui préside l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, je pense que cette fête effectivement a été récupérée par les acteurs politiques, mais les discours qui devraient pouvoir assurer un devenir ou bien faire donc de ces hommes-là de véritables partenaires pour les femmes, on n'a pas eu ça. Et malheureusement, je crains que les femmes ne servent encore d'échelle d'ascension pour les hommes, encore une fois, pour les prochaines élections. Et c'est justement ce que nous voulons éviter. Voilà, nous voulons l'éviter, mais nous y sommes encore. Très bien. Oui, Gaspard Diamansi. Oui, je crois que nous sommes en phase totalement sur cette question-là. C'est vrai qu'il y a de femmes sur le plateau. Je ne voudrais pas qu'elles croient que nous sommes contre leur fête. C'est une bonne chose qu'il y ait le 8 mars, que le 8 mars soit consacré, n'est-ce pas, à la célébration de la journée internationale de la femme. Mais en réalité, on dit célébration de la journée internationale. Mais en réalité, c'est pour la promotion, comme l'a dit
pour la promotion des droits des femmes. C'est de là qu'est partie la célébration de cette journée, et notamment le droit de voter, un certain nombre de choses. Et avec le temps, nous en sommes arrivés à la célébration que nous connaissons aujourd'hui. Et moi, dans la semaine, j'ai fait un éditorial où j'ai dit qu'en réalité, cette journée devait être une journée de réflexion et non une journée de fête. Très bien. Parce que je suis contre le fait que pour cette célébration, qu'il y ait des pains, qu'il y a, comme l'a dit Joël Tchougui, des foulards, qu'on danse, qu'on chante, qu'on mange. Ça, c'est du folklore. Et ce n'est pas de cela que nous avons besoin à l'occasion de cette célébration. Après ces mouvements, rentrent chez elles, affamées, subissent. Vous entendez des discours qui... C'est seulement... vous entendez femmes, mais c'est seulement femmes que vous entendez dans les discours. Rien de concret. Ça permet d'instrumentaliser les femmes et ce n'est pas une bonne chose. Il faut, à l'occasion de ces journées-là, s'asseoir et réfléchir. Il y a une célébration en 2021. De 2021 à 2022, quels sont les grands pas ou les petits pas qui ont été faits dans le sens de la promotion des femmes? C'est comme ça qu'il faut, à mon sens, réfléchir sur la question. Et moi, je salue, c'est vrai que tout à l'heure, Joël Tchougui a dit un petit pas a été fait. Moi, c'est un grand pas. Si déjà, au niveau de la prochaine législature, une discrimination positive dans la loi permet d'envoyer au moins 24 femmes, c'est déjà un grand pas. Dans l'histoire de la législation, des législatures au Bénin, c'est la première fois qu'on aura autant de femmes au Parlement. C'est un grand pas. Il ne faut pas oublier que nous sommes désormais avec 109 députés aussi. Non, c'est pour dire que les hommes ont toujours la manie. Moi, je garde le chiffre 24 à l'esprit. Et je me dis, s'il y a un meilleur positionnement en plus au niveau des partis politiques, on en aura davantage. Donc, au moins 24, c'est un grand pas qui est franchi. Ce qui est important, c'est également les lois qui ont été votées au niveau de l'Assemblée nationale et qui protègent davantage les femmes cette année. Je crois que c'est des choses sur lesquelles il faut mettre l'accent. L'autre chose, c'est l'Institut national de la femme qui a été mis en place. C'est certainement qu'elle est en train de s'installer. Ces actions ne sont pas encore visibles sur le terrain, mais elle est en train de s'installer. Et j'imagine que ça va travailler également dans le sens de ce que nous souhaitons. Si on fait ces points-là, on peut quand même se réjouir qu'un petit pas a été fait. Bon, on ne peut pas empêcher les politiques de profiter de ces occasions-là. Et ça, il n'y a rien à faire. Oui. Chaque fois qu'on doit mobiliser un peu de personnes, n'empêchez pas les hommes politiques d'être présents et de profiter quelque peu de ça. Là, ça va arriver. Que ce soit à la fête des femmes ou des hommes, ça se passe. La plupart des femmes que nous avons interrogées au cours de nos émissions, etc., estiment que les hommes ne sont pas véritablement prêts à céder, à le accorder. C'est bien, je venais vous parler des droits des femmes, ce sont les hommes qui en parlent, mais en réalité, ils ne sont pas prêts à céder. Maurice, comment ça? Là, moi, je ne serais pas d'accord avec ces dames, parce que aujourd'hui, elles ne peuvent pas rester chez elles, rester dans les fauteuils, bien dans les activités à la maison, pour penser que les hommes vont leur donner tout gratuit, on va les faire ce cadeau, parce que qui va décider, disons, de ne plus exister pour faire la promotion de la femme? Alors, dans ce cas, il faut les hommes pour soutenir ces hommes. Les femmes béninoises sachent qu'elles doivent désormais mener une lutte pour avoir une place en matière de la politique béninoise. Parce que vous avez, l'année vient de dire que désormais nous aurons 24 femmes à l'Assemblée. Pour moi, est-ce que c'est un acquis? Entre guillemets, non, chez moi, parce que oui, parce que si c'est que on avait pris si on avait pris le nombre de députés que nous avions avant et on avait fait l'obligation aux partis politiques que si c'est que vous avez avant accordé au moins 24 places aux femmes, moi je vois que ça là, on a fait quelque chose de mieux pour la femme. Mais s'il va falloir augmenter le nombre de sièges pour que les femmes aient 24 places à l'Assemblée nationale, moi je ne sais pas ce qu'on a fait. J'ai la paix. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est votre avis. Et on a parlé même des femmes qui s'habillent. Oui, s'il vous plaît. Au cours de cette journée, la plupart de nos soeurs, de nos mamans vont s'habiller à crédit. Pour venir s'asseoir, surtout pour cette année 2022. Vous en connaissez? Je vous dis, les gens sont là. Une femme, on a dit, le maître de la commune vient, et peut-être dans votre localité. Elle a pris les aimes, aller et tout pour 1000 francs. Elle vient à la journée de 8 mars. À la fin, on lui donne peut-être pour son déplacement 350 francs.
Merci comment ça. Alors que c'est sa journée. D'accord. Merci. À cette occasion, moi je voudrais même que ce soit les femmes, même si c'est de la récupération politique, que ce soit des femmes qui se mettent devant les femmes pour parler du 8 mars. Mais on y va que des mentors politiques, rien que des hommes qui viennent nous faire les éloges pour dire il y a ci, il y a ça. Non. Et c'est surtout l'édition de 2022. Moi je ne sais pas où sont passés le moment et les hommes ont encore c'est qu'ils avaient fait. Oui. Moi, 30 secondes pour réagir. Je voudrais dire que je voudrais rassurer nos femmes, nos épouses, nos cousines, nos sœurs. Il n'y a pas de misogyne sur le plateau. En tout cas, pas moi. Je ne suis pas non plus. Donc, il n'y a pas de misogyne. Voilà. Donc, ce dont nous parlons, c'est un débat civique, c'est un débat essentiel pour pouvoir dépassionner un peu la célébration de cette fête-là. Maintenant, il y a une figure qui a été absente de tout ce que j'ai observé le 8 mars. C'est la figure de la femme rurale. Parce qu'on parle souvent de 8 mars. Il y a deux mondes. Je dis souvent qu'il y a deux mondes. Il y a ceux qui s'exhibent, donc qui revendiquent leur étoffe de femmes émancipées, de femmes intellectuelles. Mais il y a la grande masse de ces femmes-là qui, bébé au dos, avec un pagne, sont obligées de se réveiller à 6h, à 5h pour aller chercher du fagot au champ, pour alimenter leur famille, pour nourrir leur famille. On n'en parle pas assez. Donc, je dis il y a des questions essentielles en termes d'existence et on n'a pas donc à nous attarder sur ce qu'on nous montre de façon aussi simple pour faire croire que tout va dans le meilleur des mondes. Maintenant, il y a effectivement que la journée du 8 mars, ce n'est pas du féminisme. Ça aussi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du féminisme. Surtout les féministes de la branche radicale qui pensent que on peut éclipser les hommes, puisque la question c'est de savoir si les hommes sont prêts à leur faire de la place. Qu'on peut éclipser les hommes et aller donc, disons, assumer des droits. C'est difficile. Nous sommes dans un contexte sociologique, dans un contexte social où le poids culturel, il existe. Et il y a aussi beaucoup d'hypocrisie dans les discours. En 10 secondes, tu vois. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Les hommes, même publics, qui viennent assumer des positions pour dire, voilà, les femmes sont émancipées, allez peut-être faire un tour dans leur demeure. Voilà. Ce n'est pas évident peut-être que vous puissiez voir qu'il y a une concordance entre ce qu'ils disent publiquement et ce qui se passe donc, maintenant sur leur lit, si vous me le permettez. Très bien. Gaspard Diamossi. Oui, sur le fait que les hommes ne seraient pas prêts. Non, ça c'est humain. Ça c'est humain. Si moi j'ai des droits, je ne vais pas accepter qu'on réduise mes droits pour favoriser. Ça c'est humain, ça c'est de la nature de l'homme. Maintenant, ce qu'il faut faire, le fait qu'on ait attribué des places au Parlement aux femmes, je les salue tout à l'heure. Mais moi, je suis contre les passe-droits. Il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut obtenir. Il ne faut pas s'asseoir et croiser les bras pour que cela vienne. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des réflexions à mener. Vous prenez l'exemple de la gratuité de la scolarisation des filles. On avait commencé au primaire. Nous sommes au secondaire, une partie du secondaire. Est-ce que les réflections sont allées dans le sens d'élargir, d'aller au secondaire ou même d'aller sensibiliser pour qu'il y ait un grand nombre. Voilà, faire ce type de réclamation, parce que plus les femmes vont s'instruire, plus elles auront du poids, plus elles pourront intervenir, plus elles pourront chercher à améliorer leurs conditions de vie. Tout à l'heure, on a dit, il n'y a pas de femmes, par exemple, aucun parti n'a dit je mettrai une femme. Non, s'il y a une femme méritante, qui mérite d'être président de l'Assemblée nationale, ses collègues feront en sorte qu'elle le soit. La preuve, il y a une vice-présidente de l'Assemblée nationale qui s'est retrouvée vice-présidente de la République. C'est parce que, justement, elle s'est battue jusqu'au niveau où on a été obligé de la promouvoir. C'est ce que moi je souhaite pour les femmes. Je ne souhaite pas qu'on dise, voilà, il faut me donner comme cadeau telle chose, telle chose. D'accord. S'il vous plaît, monsieur Koumassa, s'il vous plaît, nous allons évoluer, rester avec Gaspard Diamossi pour parler de votre sujet, nouvel hôtel de ville pour Porto Novo, la capitale. Bon, j'y réside, il faut déjà préciser cela. Oui. Et bon, la capitale d'un pays, ce n'est pas une ville ordinaire, ça, il faut le dire. Et quand nous prenons Porto Novo ne veut pas être la chose uniquement des Porto-Noviens. Pendant longtemps, les gens ont réclamé la réhabilitation de la ville. Cela n'a pas été fait. Les gens disent même qu'il faut donner à Porto Novo ses attributs de capitale.
Mais cette fois-ci, je crois que quelque chose est en train d'être effectué par le pouvoir actuel qu'il faut remercier. D'abord, si vous circulez aujourd'hui à Porto, vous allez constater le changement flagrant, déjà au niveau des infrastructures routières et au niveau d'autres choses. Porto, la capitale du Bénin, n'avait pas un hôtel de ville digne du nom. C'est un vieux bâtiment qui abrite jusque-là. Et beaucoup de villes se sont construites déjà leur hôtel de ville, à l'instar, je crois, de Lokossa, de Ouida, de Grand Popo, un certain nombre de communes. Et cette fois-ci, le président de la République a pris l'engagement de construire l'hôtel de ville de Porto Novo. Il a même essayé d'identifier un site, le camp Biogera, qui sera rasé, soit dit en passant. Le camp Biogera, à côté du stade Charles de Gaulle. Bien sûr, le camp Biogera sera rasé, le CG Biogera également sera rasé. Je crois que il y a un fonds qui a été mis à disposition pour effectuer des travaux de réflexion au niveau du lycée Béanzin, afin que les élèves de Biogera puissent être relocalisés au niveau du lycée Béanzin. Je crois que d'ici juin, le site sera mis à disposition et les travaux proprement dits vont commencer. C'est un chantier R+4, je crois, et avec un financement à hauteur de près de 5,5 milliards. Je crois que c'est à saluer. Au moins, il y a une volonté politique qui s'est exprimée, qui va accompagner la ville de Porto-Novo à se doter d'une telle infrastructure. C'est déjà une bonne chose. Si on ajoute que le siège de l'Assemblée nationale, le nouveau siège est en construction également dans les alentours, je crois que c'est des éléments qui vont quelque peu booster le développement, l'image de la ville. Merci. Oui, Joël Choubé. Oui, je pense que, disons que lorsque vous prenez une ville, les villes capitales, comme on le dit, il y a des symboles qui sont des symboles de distinction et qui font l'attrait d'une ville. Et donc, au nom de ces symboles, il y a effectivement l'infrastructure. L'infrastructure ici, c'est, disons effectivement, l'immeuble qui abrite l'hôtel de ville, qui abrite donc les élus. Là, nous sommes au cœur du pouvoir local, du pouvoir décentralisé, qui est un pouvoir rapproché des populations. Donc, le premier interlocuteur de cette population, c'est le maire. Et donc, si le lieu qui est le symbole du pouvoir ne renvoie pas une image quand même qui puisse quand même rassurer de ce qu'effectivement, on peut avoir des espoirs que demain sera meilleur, je pense que c'est effectivement, ce n'est pas une bonne chose. Donc, arriver aujourd'hui à mettre sur pied ce projet et à le penser et puis à commencer déjà par travailler pour sa mise en application, c'est une bonne chose. Et le maire Charlemagne Yankoti a peut-être ce mérite-là, un maire jeune, effectivement, qui a été promu à la tête de la mairie. Il ne faut pas également oublier son parcours de militant, son parcours combattant. Donc, ça au moins, c'est encore un exemple de ce que les jeunes qu'on catalogue la plupart du temps comme peut-être des gens pas tout à fait préparés à faire le job, il y a quand même des exceptions et c'est les exceptions qui confirment la règle, comme on le dit souvent. Donc, c'est tout à fait à son actif. On doit seulement maintenant croiser les bras à ce que les financements mobilisés et les soutiens avec les partenaires techniques et financiers et ça et là, qu'ils puissent effectivement conduire à bon port ce projet. Effectivement, l'hôtel de ville de Porto Novo ne reflète pas l'image d'une ville capitale. Un peu comme la pièce muséale que nous avons à l'entrée de la ville, le siège de l'Assemblée nationale, 14 milliards dilapidés. Ce sont des choses qui, disons, qui pourrissent un peu l'image d'une ville. Et au-delà du siège de l'hôtel de ville, s'il y a effectivement d'autres mécanismes à mettre en place pour le transfèrement d'autres institutions encore plus à Porto Novo, il va falloir que les pouvoirs publics puissent y penser. Je crois qu'au début de ce régime, il y a eu une tentative de la sorte, à pouvoir envoyer quelques ministères à Porto Novo. Je ne sais pas ce que c'est devenu concrètement, soit ce sont désormais des annexes qui sont à Porto Novo, mais à part la Cour suprême. Et la criette, voilà, la criette qui est avec l'image que cela renvoie effectivement dans l'opinion publique et tout, il est important que d'autres institutions de la République puissent quand même avoir leur siège à Porto Novo. Et ça ne fera que participer, disons, à l'évolution de la ville, à l'urbanisation. Et je voudrais également en appeler à la responsabilité des acteurs politiques de la ville, mais également des populations.
Porto-Novo, c'est une ville assez contiguë. En termes d'espace, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, le plan d'urbanisation de Porto-Novo est aussi problématique. Oui. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, je ne sais pas, il faut peut-être réfléchir un moment à étendre la ville. Il y a des communes environnantes qui sont là. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être parler du grand Porto-Novo un jour? C'est une réflexion qu'il faut mener. Bien sûr. Merci à vous. Je rappelle qu'il y a des téléspectateurs qui nous envoient des messages. Oui, vous parlez de jeunes. Bonjour, le plateau. Les jeunes qui sont autour de ce plateau ce matin font un bon débat et ils sont jeunes. Je les admire. C'est de Monsieur Gilbert depuis Savalou et puis un autre téléspectateur qui dit « Bonjour le plateau, les élections législatives de 2023 en janvier n'est-il pas une stratégie du gouvernement pour augmenter le taux de participation, d'autant plus que nous savons que la veille de fin d'année, beaucoup de nos compatriotes reviennent au pays pour fêter en famille. » Et c'est de Nestor Eda. Ce sont là quelques réactions que nous avons. Nous avons encore quelques minutes pour comment ça, votre avis sur l'hôtel de ville, ce sujet. Oui, parlant de l'hôtel de ville de Porto-Novo, Oui. Nous devons savoir. En une minute, nous avons un dernier sujet à aborder. Les avant 12 de millions quitter. de Béninois que nous sommes devons savoir que Porto-Novo n'est pas la ville des Porto-Noviens, mais c'est notre ville. Parce Absolument. que c'est la capitale de notre pays. C'est cela. Oui, le confrère parlait du transfèrement de certaines institutions à Porto-Novo. Oui, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la solution. Parce que quoi, aujourd'hui, le pouvoir en place s'évertue à y construire des infrastructures. Mais quand il n'y a pas la volonté des Porto-Noviens, des Béninois, à habiter dans la ville de Porto-Novo, à y construire, ça serait encore un autre souci. Parce que quoi, quand on y envoie, par exemple, tous les ministères, et je vais au service, et le soir, nous revenons tous encore à Porto-Novo, et à Cotonou, bien à Calavi, comment la ville serait animée. Donc il va falloir, en dehors des efforts faits par le gouvernement ou des volontés affichées de construire des infrastructures, il va falloir que, surtout les Porto-Noviens, ils doivent savoir que c'est les villes, c'est les maisons. Les Béninois, de façon générale, que c'est Porto-Novo, que c'est notre capitale, que c'est notre maison, et chercher à y résider. Parce que on peut construire, on peut tout faire, mais il va falloir qu'il y ait de la présence des infrastructures, des postes, des individus, surtout des enfants de Porto-Novo, qui sont un peu partout. Les enfants du Bénin. Oui, du Bénin, de Porto-Novo. Parce qu'aujourd'hui, quand on va à Porto-Novo, on voit que le gouvernement en place a fait de son mieux et continue de faire pour la ville vitrine qu'est notre capitale. Mais il va falloir qu'il y ait la participation des Porto-Nouviens eux-mêmes et des Béninois de façon générale. Oui, vous insistez beaucoup sur ça. Vous savez d'où moi je ne suis pas... Si on doit parler, je ne suis pas sûr que mon ami le soit aussi. Vous avez vu comment nous avons évoqué la question avec passion. C'est parce que nous estimons que Porto-Novo, c'est la ville de nous tous, c'est la ville de tous les Béninois. Très bien. Merci à vous, chers confrères. Nous allons aborder le dernier sujet avec vous, Patrick Aliamonsi, parce que là, vous êtes... Avec Gaspard Aliamonsi, oui. Nous saluons le doyen Patrick au passage. Voilà. Le sujet, c'est que vous êtes aussi journaliste sportif. Depuis lors, vous avez voulu aborder le sujet qui concerne Moussa Latoudi. Oui, j'ai proposé le sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Cela me tient à cœur parce que nous pensons souvent que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est bon. Moussa Latoudi a été nommé sélectionneur par intérim. Ouais. Et ça gêne déjà certains. J'estime que Moussa Latoudi était l'adjoint du SUI. Il était sélectionneur de l'équipe A', l'équipe des locaux. Il a joué plusieurs championnats d'Afrique des Nations, CHAN, avec cette sélection. Bon, avec plus ou moins de bonheur, parce qu'on n'a pas remporté ces trophées-là. Mais c'est une compétence locale. Et j'estime qu'on doit aller au-delà de l'intérim. On doit lui confier l'équipe. Bon, je dis Moussa parce que c'est lui qui est intérimaire. Je peux dire Omar Chomogo, je peux dire Chitou Rachat, je peux dire un autre. Au moment où la tendance, au moment où la tendance sur le continent est de faire de plus en plus confiance aux entraîneurs qui sont du pays. Moi, je ne sais pas pourquoi. Nous, on cherche forcément à amener quelqu'un de l'extérieur, notamment un Européen. Si vous prenez Moussa Latoudi, si on prend quelqu'un d'ici, on a au moins 3 avantages. C'est qu'il réside ici. Il ne fera pas la moitié du temps ici et la moitié du temps à l'extérieur. Il pourra détecter les joueurs. Il pourra suivre
le championnat. Déjà, il nous coûte moins cher. Ok, nous sommes d'accord sur ces éléments. Il nous coûte beaucoup moins cher. Et c'est quelqu'un qui connaît le pays, qui connaît également donc, les joueurs. Donc, Moussa Touré a fait, il a son parcours, c'est un joueur excellent, tout le monde le sait. Il a joué au Bénin, il a joué au Nigeria, il a joué en Allemagne, il a joué en France. Et maintenant, il est entraîneur. Moi, je ne sais pas pourquoi on parle d'espérance, qu'on lui laisse le temps et qu'il prouve ce qu'il peut prouver. Et après, si les résultats ne sont pas bons, on peut changer. Si vous prenez la Guinée, vous prenez le Sénégal, vous prenez le Mali, beaucoup de pays de la sous-région ont fait, le Burkina, ils ont fait l'expérience. Le Cameroun récemment. Oui. Pourquoi on ne peut pas faire comme ceux-là? Et on pense forcément, moi je milite pour qu'on commence par faire confiance aux nôtres. Et ça, c'est un combat, je le ferai si j'y réussis. C'est possible. Oui, comment ça? C'est comment ça? Oui, si on choisit un Béninois pour conduire les écureuils de notre pays, ça, moi je ne peux qu'approuver parce qu'après tout, comme l'a dit l'Indé, cela nous donne, disons, ça d'abord, c'est un Béninois et c'est une occasion pour lui de prouver de quoi il est capable. Mais là où moi je ne suis pas d'accord avec les Africains de façon générale, c'est même parce que un entraîneur local a conduit les Sénégalais à la victoire qu'on doit forcément faire confiance aux entraîneurs locaux parce que quoi, ce n'est pas de la magie. C'est un travail de base. Aujourd'hui, on peut aller chercher l'entraîneur le plus compétent du monde, on l'amène au Bénin. Si nous n'avons pas de la matière en ce qui concerne la qualité des joueurs, vous les envoyez sur le terrain, vous n'aurez pas les résultats. Il va falloir que nous fassions le nécessaire d'abord à la base, avant de penser à ce que on peut faire, disons, on peut faire confiance aux entraîneurs locaux qui ont aussi de la compétence. Très bien. Oui, je pense que la révolution souhaitée dans le monde footballistique du Bénin, cette révolution va devoir s'étaler sur le temps. Et donc, le changement d'un entraîneur ou la sélection d'une expertise locale n'est qu'un maillon du problème que nous avons. J'ouvre la parenthèse, vous avez vu ce sujet presque, disons, anodin de cette affaire de Ratel. Et ça a circulé à gauche, à droite, puisque vous parlez d'écureuil, j'étais tenté de dire, bon, est-ce que Théodule nous amène à parler de Ratel? Je ne sais pas. Heureusement, le doyen... le chargé de communication de la Fédération béninoise de football a effectivement est monté donc au créneau, Félix Sondé Pépéripé, et a dit qu'il n'avait été jamais question de changer de nom et que l'affaire de Ratel, il faut classer ça. Ouais. D'accord. Donc, mais c'est un tout, on a vraiment un problème et comme le confrère le disait, changer ou confirmer notre compatriote Moussa Touré donc à son poste, a priori, nationaliste que je suis, je n'ai aucun problème avec ça. C'est un Béninois, effectivement, qui a eu du jeu, qui a produit du jeu sur le terrain et qui, un peu comme Aliou Cissé au Sénégal et d'autres entraîneurs, est devenu aujourd'hui donc entraîneur. Maintenant, quelles sont ses qualifications réelles? Quels sont ses diplômes en matière donc, de coaching? C'est également la question. Je crois que quand Tchomogo a été promu à l'époque à la tête donc des catégories, il a fallu compléter voilà, sa formation. C'est d'ailleurs partout, même dans le milieu des journalistes, il y a des renforcements de capacités que nous faisons tous les jours. Donc, on ne peut pas de go regarder donc un compatriote béninois avec condescendance et penser que bon, tout ce qui vient de chez nous est mauvais. Il va falloir peut-être effectivement le mettre à l'œuvre, parce que comme on le dit, hein, c'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon. Il ne faut pas le juger avant de lui mettre les truelles à la main. Donc si le résultat ne marche pas, on pourra donc faire le bilan et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas aussi une raison pour ceux qui ont tout intérêt à ne pas le voir à cette position-là, dès qu'il sera peut-être confirmé ou bien même déjà en position d'intérimaire, de lui mettre les bâtons dans la roue. Il y a aussi ça. Si on ne le laisse pas travailler réellement sur la matière, je pense qu'il pourra rester là, mais les gens vont le pousser à l'erreur et à la fin on dira, bon, vous avez vu, il n'a pas réussi, donc on va le dégager. Merci à vous, chers collègues. Joël Thiogoué, journaliste, sociologue des médias, merci d'avoir répondu à notre invitation. Gaspard Adiamonsi, journaliste, analyste politique, intervenant sur Guéry TV, et Maurice Koumassa, journaliste au quotidien L'Émergent. Merci d'être resté avec nous. Merci d'avoir passé de votre temps avec nous sur ce plateau hebdo des éditorialistes.